Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Criterion. On termine à la fois notre programme double de Federico Fellini et cette 5e dizaine qui nous aura pris quand même beaucoup de temps, mais c'est pas grave, elle était particulière. On va faire un petit retour en fin d'émission. Je suis toujours accompagné de Jade. Ça va bien, Jade? Oui, ça va. And the Ship Sails On, pas un film, mon Dieu, un Fellini. Oui, mais non, mais dans le style, je sais que c'est un Fellini. Un Fellini dans le style qui nous rapproche un peu plus d'Amarcord que le faisait Cabiria. On est aussi plus près, on est en 83, là, donc plus près dans le temps aussi. Film spécial dans lequel il se passe vraiment pas grand-chose. Puis sur lequel il n'y a pas beaucoup d'informations non plus. Je sais que ça a été plus difficile, là, ce film-là. Mais on va le faire, c'est ça. Là, je t'ai pris à chaud, sans trop de préparation. Moi, j'ai lu un peu, donc on va faire ça un peu plus conversationnel, là, parce que pour vrai, il y avait pas grand-chose sur le film. Puis c'est un film qui est mais en tout cas, il a pas l'air si détesté que ça là, dans la filmographie du réalisateur, mais tu sais, la plupart des critiques que je lisais, tu sais, ont trouvé que c'était assez moyen. Donc vous aurez nos opinions, mais on est un peu là, de ce côté-là, là, du côté moyen, disons, on verra. On va commencer vite avec on va faire un bref retour encore là sur si vous avez écouté le dernier épisode, ben ça va être un peu du réchauffé, mais puisque c'est Fellini, on rappelle pardon que c'est un des plus grands réalisateur italien. Pas besoin de le rappeler. Non, c'est ça. Vous l'avez, en tout cas, j'espère que vous l'avez pas appris ici. Donc, c'est ça, il est reconnu, c'est ça, pour son style qui allie à la fois la fantaisie et le baroque un peu, là. Il y a comme eu deux phases, là. Donc, puis c'est bien, ce programme double-là permet de bien l'illustrer. Donc, l'une un peu plus de néo-réalisme, où il a travaillé avec Roberto Rossellini, mais bon, ses premiers films à Fellini ressemblaient un peu plus à ça. Et Nights of Cabiria s'inscrit là-dedans. Puis des films plus artistiques, burlesques, un peu c'est ça, il lâche son fou là, des espèces de rêves éveillés, des affaires comme ça. Donc And the Ship Sails On rentre vraiment là-dedans. Bon, il a été une grande influence là, pour beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices, là, je vous apprends rien. Bon, il a gagné aussi 4 Oscars. C'est pas lui qui les a gagnés, mais en tout cas ses films ont remporté 4 Oscars du meilleur film étranger. Mais c'est ça, il y a 12 films dans la collection. C'est le 3e de Fellini qu'on écoute pour les biens de ce beau projet. Il y a un film de 1983, donc Amarcord c'était 73, donc 10 ans après. Il est mort en 93 aussi, donc c'est 10 ans avant sa mort. Puis il a pas fait beaucoup de films après celui-là, peut-être 2 ou 3. Un film italien, évidemment, un drame, mais aussi un film historique, on verra pourquoi dans le résumé, d'une durée de 128 minutes, quand même assez long, hein, puis il était long quand on l'écoutait. Ouais, il est long surtout parce qu'il se passe rien dans le film, là. On est encore une fois dans un espèce de concept de vignette, si on veut, mais moins plus ici. On est dans un huis clos, là, sur un bateau, puis on pourra y revenir dans le résumé, mais c'est ça, il se passe rien dans ce film-là. On s'en va à des funérailles. C'est même pas quasiment des funérailles, on s'en va disperser les cendres d'une chanteuse, puis tout le monde est sur le bateau, puis c'est la vie qui continue, fait que c'est ça. Exactement. Puis donc c'est ça, si je continue vite avec l'affiche, c'est un film en noir et blanc et couleur. Donc le film débute en noir et blanc. Je pourrais expliquer un petit peu plus tard là, pourquoi. Le producteur est Franco Cristaldi. Le scénario est toujours co-signé de Fellini et cette fois-là de plusieurs personnes, en fait Tonino Guerra, Andrea Zanzotto et Catherine Breillat. Catherine Breillat, je crois qu'elle avait écrit quelque chose là, pour Salo ou je sais pas trop quoi là, mais dans le livret. Dans le livret, puis dans une des entrevues aussi, là, c'était la française des entrevues. Ah, donc, voilà, la musique est de Gianfranco Plenidio, directeur photo Giuseppe Rotuno, montage Ruggero, Mastroianni. Donc, je sais pas si c'est des familles, malheureusement. Les décors sont du légendaire Dante Ferretti, encore une fois. C'est lui qui a fait les décors de Salo, mais bon, il est allé aussi à Hollywood. Il a gagné 3 Oscars, si je ne m'abuse. Les costumes sont de Maurizio Milenotti. Et pas grand-chose au niveau du budget ou du box-office, mais c'est Gaumont qui le distribue. L'édition Criterion,
pas grand-chose, une restauration, un transfert digital et de nouveaux sous-titres. Donc voilà, puis restauration, on va se le dire, le film, il était pas beau, hein, les couleurs étaient tout croche, c'était poreux, c'était pixelisé. C'est ça, il y avait comme une espèce de grain qu'on sentait tout le temps là. Puis au début aussi là, avant qu'on passe à la couleur, mais je pense que c'était plus voulu. C'était pas vraiment noir et blanc, c'était plus sépia. Il me semble dans mon souvenir, mais c'est un film. Il était pas beau. Il était vraiment pas beau. Ouais. Alors qu'à Marcor, il a été restauré. Il est très, très, très beau. On verra, c'est dans le nouveau box set de Federico Fellini, de Criterion, justement. Parce que là, il va être en Blu-ray, donc j'imagine que ça devrait être un peu plus beau. En tout cas, je l'espère. Mais c'est ça a enlevé un peu de magie, selon moi. Ou en tout cas, ça me sortait un petit peu du film. De quoi ça parle? And the Ship Sails On. C'est en fait, ça se passe en juillet 1914. Donc, pour ceux qui connaissent un peu leur histoire, 1914 c'est le début de la Première Guerre, là, je pense que j'apprends rien à personne, mais l'archiduc se fait tuer, je crois, au mois de juin. Puis les premiers conflits commencent au mois d'août. Donc, on est dans cet entre-deux-là. En fait, c'est plusieurs aristocrates européens, on va dire ça, parce qu'il n'y a pas juste des Italiens, qui s'en vont, dans le fond, selon les souhaits d'une cantatrice célèbre. Là, j'ai malheureusement pas noté son nom, mais elle est décédée, donc puis son souhait, c'est que ses cendres soient répandues dans une île au large, dans la Méditerranée. Une île où elle a grandi, en fait, où elle passait comme ses étés avec ses parents ou quelque chose. Il y a de quoi de sentimental, cette île-là. Fait c'est son souhait, puis je pense qu'elle demande à comme plein d'amis, plein de collègues, plein de monde avec qui elle a travaillé, tout ça parce que tu sais elle avait beaucoup de relations, on voit il y a beaucoup de chanteurs dans le film, mais il y a de la politique aussi là, il y a je sais plus si c'est un comte je pense que c'est pas un empereur, mais en tout cas quelque chose comme ça là, un archiduc là, quelque chose comme un duc, ça doit être ça en fait. Voilà. Puis sa sœur il était pas allemand, il était autrichien qui est la comtesse aussi, qui est aveugle. En tout cas il y a plusieurs choses là-dedans, puis c'est ça, ils s'en vont tous là pour ça, puis on suit comme les 3 jours sur le bateau. C'est ça, ils embarquent dans le Gloria N qui quitte le port de Naples pour aller justement vers cette île-là. C'est ça, c'est vraiment plein d'aristocrates. Il y a 2 personnes, disons, là, qui au moins une personne qui correspondent vraiment pas aux critères, disons, là, de ça. En fait, c'est le personnage principal là, qui est joué le journaliste. Qui est le journaliste, c'est ça, qui est joué par Freddie Jones, qui a beaucoup joué, c'est un anglophone, c'est un britannique en fait, il a joué avec David Lynch quand même beaucoup, mais qui joue Orlando, c'est ça, ce journaliste-là qui est un peu le narrateur, là, un peu comme dans Marcor. Mr. Lawyer dans Marcor, Donc c'est un peu le même principe, et lui il est là pour, c'est ça, nous expliquer, mais on n'est pas trop sûr s'il fait un documentaire ou s'il nous parle à nous, là. Il y a des moments où c'est vraiment, il parle vraiment au caméraman, puis il y a des moments où, c'est ça, on dirait qu'il brise justement vraiment le 4e mur. On s'entend que c'est un peu sketch le concept de faire un documentaire parlant en 1914. Là, c'est évidemment le son n'était pas arrivé, mais bon. Puis c'est ça, il introduit tout le monde là, qui sont là. Donc il y a plusieurs chanteurs et cantatrices en fait, c'est le cas de le dire. Donc des chanteuses d'opéra, des chanteurs d'opéra aussi, qui se retrouvent sur ce bateau-là. Le deuxième qui fit un peu moins bien justement, c'est cet empereur ou duc là, qui lui c'est un grand fan, mais son personnage est assez complexe. On comprend pas trop non plus si c'est un homme ou une femme. Mais c'est ça que j'allais dire aussi, c'est clair dans le film que c'est un homme, mais il y a le physique d'une femme, puis il y a la voix d'une femme aussi. C'est vraiment pas... c'est un peu ambigu, là. Ouais. Puis c'est ça, le film sauve... Ça, je trouvais ça quand même cool, là. Il sauve comme si c'était des images d'archives un petit peu, là, du départ du navet, comme si on était en 1914. Il y a, c'est ça, des beaux hommages au cinéma muet, puis des trucs comme ça. Puis après ça, là, ça s'en vient en couleur, puis là, on rentre vraiment dans le film. Mais c'est ça, il y a certains éléments là, c'est ça, très caractéristiques du style de Fellini. Bon, on est moins, comme tu disais, on est moins dans la mosaïque ou tu sais dans le film sketch, mais c'est ça, le huis clos, puis les espèces de
c'est quand même segmenté là, comme film d'une certaine façon. Ça a le feel justement un peu comme Amarcord là, d'un film sketch. Mais je sais pas, non, je serais pas prête à y donner ça nécessairement. Je trouve que il y a certaines scènes, certains moments, mais on n'est pas dans quelque chose de divisé, tu sais, il y a pas je sais pas comment le décrire en fait, c'est une succession de petites affaires qui se passent, mais qu'au final il se passe pas grand chose. On a une longue scène interminable dans la salle des machines où il y a des chanteurs d'opéra espèce de compétition d'ego d'ego italien très très fort là. Et oui, ils vont chanter pour les gars là, qui alimentent les machines de charbon. C'est ça, je sais pas. Est-ce que c'en est ou est-ce que c'en est pas? Ouais, ben c'est ça, on comprend un peu, c'est ça, ça a le rythme d'un Fellini, on va se dire ça comme ça, même si je trouve que c'est quand même moins bien dosé parce qu'il y a, disons, 2/3 du film qui se passe sur le bateau, ça qui se passe pas trop grand-chose, puis l'autre tiers où là, il y a, la guerre est un petit peu entamée, il y a un vaisseau ennemi qui veut les attaquer parce qu'ils ont réfugié des migrants ou en tout cas des Serbes, je sais pas trop, dans la mer Méditerranée, puis ils ont embarqué parce que c'est leur devoir, là. Ben, c'est le devoir du capitaine en fait. Mais on dirait que c'est les deux seules choses qui se passent dans le film, tu sais, la scène de chant puis celle-là où tout le monde veut leur donner de la nourriture puis il y en a qui cachent leurs bijoux parce qu'ils ont peur de se les faire voler puis tout ça, mais on voit tous ces réfugiés là sur le pont du bateau pendant que tout le monde est en train de manger, puis là ils salivent dans les fenêtres, puis là c'est concours d'orgueil encore une fois de je vais aller leur donner de la bouffe, ouvrez-moi la porte, tout ça, puis après ça les autres disent mais qu'est-ce que je pourrais faire pour battre ça, pour cette action là, puis finalement les réfugiés sont comme super bien traités. Il y en a d'autres qui ont vraiment peur d'eux, il y en a c'est ça qui vont cacher leurs effets, mais à part ces deux moments là dans le film, honnêtement, il se passe rien. Il se passe un petit combat d'escrime entre le duc puis je sais même pas qui d'autre. Une partie d'échecs entre lui puis sa sœur. Le journaliste qui essaie de parler aux gens pour savoir c'était quoi leur relation avec la chanteuse. Puis un gars qui se déguise en femme pour faire peur à des gens, puis on comprend pas trop c'est qui, c'est comme l'enfant roi ou je sais pas quoi, c'est le même qu'on l'appelle. C'est ça, c'est décousu, mais je serais pas prête à appeler ça vignette tant que ça parce que c'est pas je sais pas pourquoi en fait, je peux juste pas me rendre là finalement. Non, ben c'est correct, mais tu sais c'est ça, il y a cette ambiance là de Fellini qui est très particulière, qui est très burlesque là, qu'on sent vraiment du début à la fin du film. Puis c'est ça qui est particulier parce que on dirait que pour Amarcord, ça nous dérangeait pas, qu'il se passe pas grand-chose, puis pour celui-là, ça nous dérangeait. Puis là, il y a peut-être plusieurs facteurs. Peut-être que les personnages étaient pas assez charismatiques dans celui-là, alors que dans Amarcord, oui. Peut-être que il manquait, parce que il y a vraiment plusieurs choses qui m'ont dérangé. Bon, il y avait le visuel là qui était pas top. Il y avait aussi beaucoup de post-synchro. Mais ça, c'est qu'on est quand même assez habitué, mais je lisais un peu là-dessus, puis c'est ça, la plupart des acteurs et actrices parlaient dans leur langue. Donc, puis ils ont juste tourné ça en fait en post-synchro. Ils ont doublé d'une certaine façon là en italien, ce qui donne de quoi. Puis on dirait qu'ils ont pas fait l'effort de faire matcher les lèvres et les paroles, là, ce qui donne quelque chose. T'as l'impression d'écouter un film doublé tout simplement, puis doublé quand même assez mal. Tu sais, la post-synchro, il y en a beaucoup dans La Nouvelle Vague, il y en avait même dans Nights of Cabiria, mais ici on dirait que ça fitait pas du tout, puis on dirait que tout le monde parlait sur le même ton aussi. On dirait qu'il y a aucun personnage qui sortait un peu du lot. Tout le monde était un peu fade, tout le monde était tu dis Amarcord, mais Amarcord, il y avait quand même la grande qualité de montrer une espèce de village super uni en temps de pré-guerre aussi, de montée du fascisme puis tout ça, mais qui avait comme c'était une critique de toutes les institutions une après l'autre, puis c'était vraiment une grosse parodie de ce que c'était d'exister dans ce temps-là. Mais ici, c'est que on est sur un bateau avec 40 personnages principaux, tu sais, qui interagissent pas les uns avec les autres. On dirait qu'on est dans un film de Wes Anderson, là, tellement il y a plein de personnages qui jouent tous un petit rôle. Même Wes Anderson, ça a plus de charme, là. Oui. Mais ils sont toujours un peu fuckés. Mais tu sais, dans Grand Budapest Hotel, tu sais, il y a, je sais
pas combien, il y a 20 personnages, là, tu sais, tous connus, mais qui jouent des petits rôles. Donc, c'est quand même particulier. Mais il y a quand même une certaine critique que j'ai décelée un peu, ça me faisait penser un peu à La Grande Illusion, dans le sens où, parce que La Grande Illusion, ça se passe pendant la Première Guerre. Ici, j'ai l'impression que la critique, c'est vraiment de cette espèce d'aristocratie de pré-Première Guerre mondiale qui est comme dans un over-formalisme quasiment inhumain. Il avait aussi entre von Riefenstahl, puis non, pas Riefenstahl. Dans la Grande Illusion. En tout cas, je me souviens plus, mais c'est... Von Strom. Mais son nom, c'est Eric Von Strom, l'acteur. Stroheim, mais c'est Pierre Boldieu. Mais ça, Boldieu, ça, c'est le personnage. En tout cas, peu importe. Puis, bref, deux généraux, en fait, qui... puis ils sont très formels les uns envers les autres, parce que c'est un peu, c'est ça, cette aristocratie-là, puis c'est toutes les grosses familles d'Europe. Ici, on retrouve un peu ça, mais c'est vraiment très critiqué, surtout quand on les met en opposition avec les réfugiés d'une certaine façon là, qu'on ramasse là, mais ici je te coupe, mais en fait dans ce film là, j'ai vraiment l'impression qu'on assiste à une grosse guerre de vanité là, vraiment, parce que c'est toujours de faire mieux que la personne d'avant, de faire quelque chose de qui va avoir plus d'impact, puis ça surtout dans la scène de chant là, c'est tellement long, puis vraiment pas agréable au niveau du son non plus, parce qu'on est à côté de machines avec du charbon. C'est une scène un peu surréaliste qui fait aucun sens là, tu sais, je veux dire, tu vas pas chanter de l'opéra dans une salle des machines là, mais tu sais c'est très c'est ça, clownesque là, d'une certaine façon là. Vraiment, puis tu sais pendant tout le film on a beaucoup d'exemples de ça justement, mais c'est ça, ces personnages là ils ont pas vraiment de lien, on comprend pas qu'est-ce qu'ils font là, il y a pas on le comprend, mais c'est un peu futile au fait, ça nous sert à rien pour apprécier vraiment l'histoire. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Tu sais, je trouvais que ça devenait plus intéressant, c'est ça, quand il y a les migrants là, qui arrivent sur le bateau, mais sinon c'est ça, c'est vraiment un long film pour vrai là. À 1h30, je pense que ça aurait été mieux. Et puis il y a quand même d'autres aspects intéressants, les décors aussi, décors qui sont je voulais y aller là. Dans le fond, on est sur le bateau, puis pendant tout le film on a l'impression que le décor c'est comme les vagues, puis que tu sais c'est vraiment des panneaux qui bougent, parce que c'est vraiment ça le feeling visuel que ça donne. Finalement à la fin du film on sort un peu comme dans Taste of Cherry, on sort du tournage on sort du film pour nous montrer le tournage, puis on réalise finalement que c'est le bateau qui bouge et pas les vagues, donc tu sais tout est fake, tout est créé pour ça, mais c'est vraiment le bateau qui va se balancer, puis les vagues au final bougent pas. Puis ça m'a vraiment surpris, puis je pense que le bateau fake du décor, c'est la plus belle chose qu'il y a dans ce film-là, parce que c'est clairement assumé, puis jamais on a l'impression d'être vraiment sur l'eau, là, on le sait très bien, un peu comme dans Marcor justement, quand il y a le passage du bateau, mais il y a l'autre bateau qui arrive à un moment donné, puis qu'il y a de la fumée à sa cheminée, puis tu sais c'est vraiment comme un morceau de carton là qui est collé sur une maquette, puis c'est tellement le fun à voir, puis je trouve que ça c'est quelque chose qui était justement bien fait dans le mal fait là, mais c'est assez assumé, fait que à partir de ce moment-là, puis moi aussi j'aime ça, cette esthétique là un peu à la Wes Anderson là, des décors en carton, tu sais, l'espèce d'aspect cheapette, mais qui fit vraiment là, dans l'univers du film, qui fitait dans Marcor, qui fit évidemment dans celui-là. Ça, c'est le seul point, puis on se tannait pas de voir les faux couchers de soleil peints au loin, ou cette mer là faite en styrofoam ou peu importe là, mais c'était vraiment en cellophane en fait. Mais oui, non, c'est ça, c'était vraiment intéressant, mais tu sais c'est pas assez malheureusement, je pense, pour sauver le film. Tu sais on a de la magie dès le départ, mais après ça, tu sais ça s'érode assez rapidement. Puis tu sais c'est ça, quand t'essaies d'avoir un point d'ancrage dans ce film là, c'est très dur, c'est ça, de s'attacher à l'un ou l'autre des personnages. C'est le seul véritablement auquel on peut s'attacher, c'est le journaliste, puis encore là, tu sais, lui il est là pour résumer d'une certaine façon, il joue un peu un Colombo là, je sais pas quoi là, quelqu'un d'un peu niais,
tu sais, il se met en plein milieu, par exemple, de la sortie des serveurs, justement, de la nourriture, puis tout, puis comme, là, vous pouvez vous déplacer, puis ok. C'est ça, parce qu'en plus, il brise le quatrième mur, là, souvent. Dans le fond, exactement comme dans Marcor, qu'on l'avait. Mais il le fait plus souvent là-dedans que dans Marcor, par contre. Oui, mais tu sais, c'est ça, on est vraiment dans, on veut nous présenter le récit de quelque chose qui a quand même une racine d'histoire vraie, là. Ben, c'est ça que je suis pas sûr, parce que j'ai fait mes recherches, mais non, pour vrai, j'ai pas de temps trouvé, il y a pas de page Wikipédia pour ce navire-là, fait que ça me laisse présager que ça s'est pas vraiment passé, que ce serait probablement romancé. Tour de force. Ouais, ben c'est ça, mais non, il y a pas d'informations, fait que probablement que ça s'est pas passé, mais ce qui est dommage, mais c'est pas grave, c'est la magie du cinéma. Non, ça fait partie de la game, puis c'est correct, je pense, dans le contexte. Là, ils nous le présentent comme si ça s'était produit, dans le fond, puis c'est correct que ça ait pas eu lieu, parce que ça rajoute au l'aspect fantaisiste un petit peu, là, pas une uchronie, mais en tout cas, quelque chose qui s'est pas passé. Donc, non, c'est ça, il y avait plein de beaux éléments, puis, tu sais, quand on a commencé le film, j'ai fait, bon, tu sais, ça va être plaisant, tu sais, ça va être un peu comme un Marcor, peut-être un peu moins bon, puis plus le film avance, plus il a l'air long, puis plus la magie s'essouffle, puis en tout cas, c'est vraiment un sentiment particulier, mais c'est dommage, il m'a pas découragé d'écouter des Fellini, mais tu sais, c'est ça, il était vraiment pas au niveau d'Amarcord, là, puis c'est dommage. Quand on avait posté là, sur le groupe de Criterion, il avait mentionné effectivement là, tu sais, que les plus vieilles œuvres de Fellini sont pas à la hauteur, disons, en tout cas les plus récentes œuvres de Fellini sont pas à la hauteur des plus vieilles. Puis je commence un peu à le croire. Bon, tu sais, il nous reste encore beaucoup de ces classiques à voir, hein. Il y a 12 films dans la collection, puis on en a juste vu 3. Mais non, c'est un bel essai, mais tu sais, c'est ça. C'est probablement que si c'est pas Fellini qui avait fait ça, c'est un film dont on n'aurait jamais entendu parler. Puis là, ben, il se retrouve au numéro 50 de Criterion. Donc, il n'y a pas grand chose à dire dessus, pas beaucoup d'infos. On n'a pas un sentiment mitigé un peu. On n'a pas décroché du film, mais il était temps qu'il finisse. Fait que c'est vraiment. C'est long au final. Là. Fait que... C'est vraiment dommage. Mais pour ma part, moi, j'y vais avec quand même un 6 sur 10. J'ai pas détesté ça. C'est vraiment le genre de situation où tu te retrouves avec un film qui a plein de qualités puis plein de défauts qui fait en sorte que t'as de la misère un peu pas à le noter, mais en tout cas, t'as de la misère à l'apprécier à son plein potentiel, puis ça frustre un petit peu, ou en tout cas, ça laisse indifférent, ce qui est vraiment pas une bonne chose au cinéma, mais tu sais, c'est ça, il y a certains éléments, quand on va un peu behind the scenes à la fin du film, tu sais, mais c'est plate de dire que c'est la plus belle chose du film, mais le début aussi, en fausse archive, était vraiment super le fun. On se posait la question si c'était vraiment arrivé ou pas, parce que c'est pas très clair au début, jusqu'à temps qu'il y ait le personnage, justement, qui nous regarde, puis là, qui se met à parler, fait que là, on sait que bon ça va être ça, puis c'est bien, c'est quand même habile, mais on perd comme toute cette magie là qui avait été mise en place au début, je trouve, dans la longueur de ce récit là qui va absolument nulle part. Puis finalement, tu sais, même la scène où ils répandent les cendres qui dure 1 minute et demie, puis ça se fait, c'est ça, ils sont comme au large de l'île, ils lancent ça dans l'air, puis c'est tout, tu sais. Non, ils chantent, je pense, puis c'est le vent qui finit par ramasser. Mais c'est un peu bizarre. Fait que, écoute, pour ma part, ce sera un 6. Tu sais, c'est pas mauvais, mais c'est clairement pas mon préféré. Dommage, parce que les gens disent que Amarcord, c'est pas son meilleur. Mais les gens, je pense qu'ils l'apprécient plus. Tu sais, il y avait des gens qui disaient que c'était son dernier bon film, Amarcord. Donc, je serais peut-être tenté de les croire, mais en même temps, j'ai pas vu d'autres films. J'ai quand même hâte de voir, parce que j'aime ces caractéristiques qui reviennent, là, justement, les vignettes, mais cette espèce d'humour ridicule, là. À la Wes Anderson, on va se le dire. Fait que, non, je suis confiante pour les autres. J'ai hâte de les voir, mais celui-là, un 6, malheureusement. Ouais, c'est correct. Puis, si on fait justement un petit récapitulatif de la dizaine, là, il y avait beaucoup de films de pays qu'on n'avait pas vraiment traités. Bon, il y avait la Norvège, notamment, l'Iran aussi.
qu'est-ce que t'as pensé de cette dizaine-là, justement? Là? Écoute, je pense que c'est la dizaine la plus diverse qu'on a depuis le début en termes des notes, parce que j'ai donné, moi, la plus basse note que j'avais donnée jusqu'ici à Black Orpheus, un 4, mais j'ai du 4 et j'ai du 8 aussi, donc ça joue là-dedans. Des belles surprises, de Red Shoes, vraiment beau, vraiment bon aussi, auquel je repense là depuis qu'on l'a regardé. Taste of Cherry, une si belle découverte. Pour vrai, tu sais, j'avais lu là, quand on se faisait la préparation que notre feeling du film va vraiment dépendre, tu sais, un peu comme le test de Rorschach, là, les taches d'encre, que dans le fond, c'est ce que toi tu vois dans le film qui fait en sorte que ça va teinter ton appréciation dans le fond. Puis moi j'ai vu beaucoup de choses. J'ai sorti beaucoup de choses de ce film-là, puis ça m'a fait du bien, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, mais j'ai l'impression que c'est un film de mood, que si on réécoute ça dans quelques temps, mon idée sera absolument pas la même, parce que ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel t'es quand tu le regardes. En tout cas, c'est le feeling qui se dégage de ce film-là pour moi. Fait que, mais écoute, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Sinon, Fishing with John, quand même drôle, là, une petite mini-série super sympathique. Ben, fais-nous ton top, justement. Ben, pas ton top, mais ton rang inversé. Ouais, parfait. Donc, 10, Black Orpheus, 9, Henry V, qui était assez difficile, là, vraiment pas le fun. En 8, Insomnia, que j'ai pas aimé le matériel de base, là, peu importe les deux versions, là, de Nolan ou la version originale. Quand t'as pas assez au début, c'est dur de l'histoire t'as pas accroché, puis pour un film policier, il faut que l'histoire passe avant tout. Puis j'aime tellement ça, en plus des enquêtes puis tout ça, mais celle-là, non, ça a pas fonctionné avec moi. Ensuite, And the Ship Sails On, donc auquel je mets 6, Lord of the Flies 6 aussi, Knights of Cabiria qu'on met dans les 7, The Most Dangerous Game qui était super le fun à regarder, Fishing with John en 3, puis là j'hésite si je ferais pas un échange là, entre ma deuxième et ma première position pour décerner Taste of Cherry, mon premier de cette dizaine-là, que je mettrais peut-être même à 9, parce que j'y repense, parce que c'était un film de mood, puis j'ai l'impression que j'ai plus de feeling par rapport à ce film-là que The Red Shoes, qui était bon aussi super bon, mais c'est ça. Il est venu me chercher que ce film-là, il m'a fait quelque chose, puis pourtant c'en est un qui est pas universellement accepté, disons là, donc ah, ben tant mieux si t'as fait des belles découvertes comme ça. Moi aussi j'en ai fait quand même. Nos tops se ressemblent, fait que je vais y aller un peu plus vite, mais c'est ça, Henry V, moi c'est mon moins bon de la dizaine malheureusement, puis pas mal. Je suis à peu près sûr que c'est le moins bon de la collection jusqu'à présent. Là, je pourrais regarder vite là. Mais c'est ça, je l'ai vraiment pas aimé. Bon, évidemment, là, mon fichier Excel ne fonctionne pas. Ben oui, c'est ton dernier. Donc, c'est ça, j'ai trouvé mon dernier, malheureusement. En 8e place, Black Orpheus. En 7e, And the Ship Sails On. Donc, on se ressemble aussi, on a inversé les deux dernières places. Insomnia en 6e. En 5e, Lord of the... non, en 6e, pardon. Insomnia était en 7e. Lord of the Flies en 6e. En 5e, il y a The Most Dangerous Game. En 4e, Knights of Cabiria. Et le top 3 est similaire, mais moi, je mets Taste of Cherry en 3e. Fishing with John en 2e. C'est exactement mon style d'humour. Donc, c'est venu me chercher peut-être plus que ça devrait. Et en première place, The Red Shoes, que j'ai presque écouté 2 fois, en fait. Mais que c'est... Lui et Taste of Cherry, c'est probablement 2 films que j'aimerais ça me procurer, là, dans un avenir moindrement rapproché. Parce que c'était vraiment bon. Fishing with John, bon, je l'achèterai en joke, là, plus qu'autre chose, mais vraiment, le Taste of Cherry puis The Red Shoes, c'était vraiment des belles découvertes. Au niveau de ton top 3 de toute la collection, il n'y a rien qui a changé, j'imagine? Non, pas vraiment. Puis, en fait, je ferais peut-être même un top 5, là. On parce pourrait faire. On est à 50, hein, on va se gâter. Puis là, peut-être que ça va jouer beaucoup, parce que là, si je change Taste of Cherry puis ça, mais bon. On va le mettre en 6 pour l'instant. Mon top 5, ce sont tous des 9 sur 10, donc ça va bien. Donc, Amarcord en 5, Walkabout en 4, puis là, pour vous les rappeler, Amarcord, le film de Fellini dont on n'arrête pas de parler. Walkabout, film dans le outback australien, là, avec plein d'allégories sur la religion, puis qu'est-ce que ça signifie d'être civilisé, dans le fond, puis c'était magnifique au niveau de la photographie.
En troisième position, La Belle et la Bête, qui nous a fait une forte impression, puis on a bien hâte de découvrir d'autres Cocteau. En deuxième, Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot, un des meilleurs thrillers que j'ai vu de ma vie, puis je pense que son histoire face à Hitchcock puis tout ça est venue me chercher quand même pas mal. Puis mon premier serait encore The Silence of the Lambs pour plein de belles raisons, mais je trouve que tu sais rendu là honnêtement ça se rejoint, c'est des films vraiment très très forts, puis là ben il y aurait Taste of Cherry que je placerais quelque part là-dedans dans ces positions-là. Pour ma part, ben c'est ça, j'ai été peut-être plus ou moins généreux. J'ai seulement 3 9 puis 1 10 par contre. Mais je vais y aller avec un top 5 aussi, puis on a presque le même top 5 parce qu'en 6e place, il y avait Walkabout, donc malheureusement, il le fait pas, mais en 5e, j'ai aussi Amarcord. En 4e, j'ai Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. En 3e, moi, j'ai un Kurosawa qui ne se trouve pas dans ton palmarès, High and Low. En 2e, j'ai La Belle et la Bête, et en première place, j'ai toujours l'éternel Silence of the Lambs, qui est juste tout simplement magnifique là. C'est un film que j'ai vu peut-être trop jeune, puis que tu sais les films quand on écoute dans notre jeunesse ils nous font une plus grande impression, donc mais il est où les 3 ninjas dans ton top? Je ne le vois pas. Tu vois notre prochain épisode en fait va être sur Brazil, un film que j'ai vu quand j'étais quand même plus jeune aussi. J'étais au cégep je crois, puis ça il m'avait fait. Oui, mais cégep, mais non, mais j'étais pas un cinéphile averti quand je l'ai vu. Quand t'es pas les petites vues? Ben oui, ben non, c'était peut-être cette époque-là. C'était un club vidéo qu'on avait à notre cégep à Salaberry de Valleyfield. Exactement, puis non, c'est ça, probablement que je l'avais loué là, puis probablement que c'était l'édition Criterion, parce qu'il y avait beaucoup de Criterion là-bas, mais j'ai bien hâte, parce que lui aussi, parce que j'ai des très bons souvenirs, puis je pense que ça va frôler le 10 peut-être pour moi aussi. Brazil, bon, on va le dire tout de suite, c'est un Terry Gilliam. Terry Gilliam, je l'aime pas en général. Brazil, on l'a déjà regardé, puis c'était avant qu'on commence le projet, tu m'avais présenté ça, je sais pas pourquoi. Parce que c'est un très bon film. C'est un film auquel j'ai absolument pas adhéré. Ça fait quand même plusieurs mois de ça, peut-être même une année ou 2, je sais pas. Ça fait plus que 2 ans. Mais je garde quand même un fort souvenir de ce film-là, mais pas mon style du tout. Très Monty Python-esque. C'est parce que c'est éclaté comme pas possible. Des personnages botoxés, plein de gros maquillages. C'est dans un univers qui se peut pas avec... c'est qui le... Jonathan Pryce. Il y a Robert De Niro aussi. Mais le genre... Jonathan Pryce. Plombier là, qui se promène. Ça c'est Robert De Niro. Bon, ben voilà, mais c'est ça, qui est dans un univers que tu comprends pas, tu sais, fait que ça va être magique. J'ai déjà hâte. Ouais, mais c'est ça, c'est déjà ce qui conclut notre 50e épisode déjà. Fait que merci d'avoir été des nôtres encore une fois, puis on se retrouve pour le 100e qui s'en vient bientôt. On s'en va sur le bon bord. Bientôt, c'est sûr qu'on s'en va du bon bord. Il en reste moins qu'à rester. Merci beaucoup. Puis c'est ça, on se revoit au prochain épisode. Salut.